Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choc carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! Be yourself, everyone else is already taken. C'est avec mon super accent anglais que je vous présente la citation préférée de mon invité du jour. Stéphanie Toussaint a mis le sens au cœur de sa carrière, l'importance d'être aligné avec ses valeurs, ses envies, ses objectifs, trouver sa voie oui, mais en se respectant. Stéphanie est coach, conférencière, entrepreneuse et formatrice. Elle accompagne aujourd'hui des sportifs de haut niveau et cadres dirigeants afin qu'ils se reconnectent à leur raison d'être et évoluent en conscience vers une performance durable. Dans cet épisode, nous parlerons de sens, d'échecs, de remise en question, d'écologie personnelle. Un épisode qui traite de multiples sujets avec la bienveillance pour fil conducteur. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jalila. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va, super. En tout cas, merci d'être présente. Je suis super contente de t'avoir sur About the Role. Il y a une question avec laquelle je commence toujours l'épisode, c'est de savoir ce que tu fais dans la vie. Donc, c'est une question qu'on pose généralement de manière standard aux personnes quand on rencontre quelqu'un. Et du coup, tu fais quoi dans la vie ? Ouais, moi, c'est toujours la question, je me dis, bon, est-ce que tu as 5 minutes devant toi ? Parce qu'elle est pas simple, je rentre pas forcément dans une case en particulier, même si je suis pas la seule à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais grosso modo, on peut dire que j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette où j'interviens en tant qu'experte en performance durable. Donc, cette expertise, elle porte sur 3 registres. Le premier registre, c'est de la préparation mentale d'athlètes de haut niveau. Que ce soit en individuel ou en collectif. Le deuxième registre, c'est du management durable, où mon boulot, c'est d'intervenir dans les entreprises essentiellement pour les aider à placer l'humain au cœur et faire en sorte de capitaliser justement sur la santé et sur l'environnement capacitant des gens pour leur permettre d'être performants. J'accompagne aussi des managers, des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise via ce biais-là. Et puis, j'ai un dernier volet qui porte sur ce qui est le développement durable dans les organisations. Mon travail, c'est d'accompagner les équipes pour faire émerger la vision de développement durable et la mettre en œuvre. Donc ça, c'est mon premier volet. Et puis, j'ai un deuxième volet où j'ai créé un incubateur à sportifs de haut niveau, en quelque sorte. On est 3 associés à avoir créé Triomphe Collectif. Et donc, j'ai aussi cette casquette-là dans ma vie. D'accord, donc voilà, c'est des missions assez variées, complètes. Tu touches à beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, je vais commencer par une question un peu dans le passé. Quelle idée tu te faisais du travail petite ? J'aime beaucoup cette question parce que j'en savais rien petite et c'est ce qui a drivé le début de ma carrière justement. C'est que pour moi c'était hyper difficile de me représenter ce que ça allait être plus tard pour moi. Donc j'étais capable de me projeter à peu près au niveau des études, mais je voyais pas du tout la corrélation entre les études et le métier. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ça, mais mon choix a été de ne pas trop choisir quand même. J'ai fait une école de commerce et ça me permettait de garder bien les chakras ouverts. Et puis même en école de commerce, j'avais un peu de mal à faire la différence, alors qu'évidemment aujourd'hui ça me semble une évidence, mais entre des ressources humaines, de la finance, de la compta, en fait ça veut dire quoi derrière concrètement. Donc pour moi ça a été assez difficile de me projeter. Je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Je savais plus ce que je ne voulais pas faire, mais savoir ce que je voulais faire plus tard, j'en savais rien. Ok. Et une fois que tu as trouvé à peu près ce vers quoi tu voulais te diriger au début, quel regard tu poses sur la Stéphanie de ton début de carrière ? La Stéphanie de mon début de carrière, je pense que j'ai un peu vieilli, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc j'ai beaucoup plus de tendresse maintenant pour la Stéphanie du début de carrière que je n'ai pu avoir au démarrage justement. Moi, pendant mes études, j'ai fait des stages, j'en ai fait en audit interne, ensuite je suis partie, j'ai fait de la communication avec un angle déjà action pédagogique.
avec un côté événementiel. Donc voilà, il y a des choses qui étaient intéressantes pour moi, mais j'intervenais pas forcément dans les bons milieux, on va dire, me concernant. Donc finalement, quand j'avais fait un peu le point sur ce qui s'était passé pour moi, je voulais quelque chose qui avait du sens. Alors à l'époque, c'était un peu moins à la mode que maintenant, on va dire, mais je savais pas ce qu'il y avait derrière. Je voulais du sens et puis je voulais travailler avec des gens avec qui ça passait, quoi. Avec qui, en tout cas, on se retrouvait, on se connectait. À ce moment-là, j'ai pris le temps, après mon école de commerce, de choisir une entreprise dans laquelle je retrouvais ça, du sens et puis des gens avec qui ça fonctionnait bien. Mais ça a été long. Enfin, j'ai mis 6 mois à trouver du boulot, ce qui est pas très politiquement correct dans une école de commerce, quoi. Mais j'avais besoin de ce temps-là pour comprendre ce qui se passait pour moi. Donc à l'époque, peu d'affection finalement pour la Stéphanie qui ne se trouvait pas et qui savait pas ce qu'elle voulait. Et puis au final, aujourd'hui, mon parcours, il y a plusieurs briques dedans et avec le recul, je comprends un peu plus pour ce que je suis allée chercher dans chacune de mes expériences. En fait. Ouais. Du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, ton parcours, c'est plus une accumulation d'événements qui fait que tu en es là aujourd'hui qu'une évidence où tu avais un chemin tout tracé que tu voulais suivre. C'est très bien résumé, effectivement. Okay. Donc aujourd'hui, il y a de la cohérence dans ce que je fais. Et je me surprends d'ailleurs souvent à me dire, bah tiens, on pourrait faire de cette façon-là parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Ce quelque part étant souvent dans ce que j'ai parcouru, effectivement. Et du coup, c'est cette diversité qui m'amène aussi, allez, je peux le dire, la puissance de ce que je fais aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant. Tu évoques, je sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais tu évoques l'importance de se respecter dans son travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Ouais, se respecter dans son travail, effectivement, pour moi, ça me semble fondamental dans les notions que j'aborde et que j'essaye d'incarner au mieux. C'est notamment ces notions d'écologie personnelle, où l'idée c'est de savoir ce qui est important pour soi, ce qui ne veut pas dire se regarder uniquement le nombril, hein, c'est pas ça, mais c'est simplement savoir se positionner en disant ok, ça en termes de valeur, ça me convient, en termes de besoins, c'est ok pour moi, en termes d'émotions, ce qui ressort, c'est du positif, c'est de la joie. Et si ça l'est pas, de pouvoir le dire simplement et d'arriver à se positionner dans quelque chose qui nous va bien pour se respecter. Parce que si je me respecte moi, en fait, je respecte la relation à l'autre, quoi. Et ça amène en fait beaucoup de positif. Alors parfois c'est un peu long, mais en tout cas c'est fondamental. Ça, c'est le premier élément de réponse que je peux te donner. Et autant j'en ai toujours été intimement convaincue, autant c'est peut-être là où tu voulais m'emmener. Hein. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Ça commence à remonter maintenant, mais parce que justement, j'avais beau prêcher ça, finalement, hein, c'est plus fait. Enfin, on parle du cordonnier le plus mal chaussé. Ouais. C'était mon cas, quoi. J'étais pas tout à fait alignée. Non pas que je le sois parfaitement aujourd'hui. Hein, je crois que c'est le travail pour le coup de toute une vie. Mais en tout cas, voilà, je me suis laissée aveugler par un manque d'humilité, certainement, par quelques paillettes qui brillaient, par mon illusion de croire que j'étais superwoman. Puis à un moment donné, il y a quand même un principe de réalité, même quand on a beaucoup d'énergie, il faut dormir la nuit, c'est fait pour. Et aujourd'hui, donc après tout ça, t'as trouvé on va dire que t'as trouvé ta voie entre guillemets par le biais de ces différentes facettes que tu as aujourd'hui. Quel challenge tu rencontres, que ce soit en tant que coach, par le biais de ton collectif? Est-ce qu'ils sont différents sur chaque aspect, ou il y a des aspects communs? Oui, je crois que j'ai des challenges dans chacun des domaines, effectivement, dans lesquels j'interviens. J'entends une question à 2 niveaux. Le premier, c'est si je ramène le challenge pour moi, mon sujet à moi, c'est d'arriver à maintenir l'équilibre. L'équilibre et en fait, l'équilibre qui est vrai pour moi à un instant T n'est pas forcément vrai pour moi quelques jours, semaines, mois plus tard. Et voilà, moi, ça, c'est mon sujet, et arriver à... Parce que je suis passionnée par mon boulot, je suis là pour mes clients, j'ai envie d'être là, mais j'ai aussi et surtout envie d'être là pour ma famille, et voilà, pour moi c'est pas un tiraillement, parce que je ne le vis plus trop comme un tiraillement, mais quand même voilà, j'ai une vigilance qui est là, et moi, enfin, si j'ai fait mes choix aujourd'hui, c'est pour
prendre du plaisir dans ce que je fais. Et du coup, c'est attention à pas retomber dans mes travers, en quelque sorte, d'en faire trop, et puis du coup, de perdre le plaisir, de perdre l'envie, puis voire plus, de plus réussir à se lever. Donc voilà, moi, ça reste vraiment mon challenge. Et puis après, le challenge il est présent dans chacune des missions que j'ai, effectivement, où moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact. Alors, c'est peut-être un peu égotique comme réaction, mais moi, c'est de servir à quelque chose dans la vie des gens. Donc, en fait, quelle que soit la mission sur laquelle je vais, je me mets mon challenge, quoi. Je veux que ça serve à quelque chose. Ok. Et donc, tu coaches des sportifs de haut niveau, des cadres dirigeants, des managers. Donc, parfois, ça peut être un milieu assez masculin. C'est pas difficile de se positionner en tant que femme et surtout en tant que personne qui apporte des éléments pour du coup se positionner face à ces personnes? Ça dépend le regard qu'on porte dessus, effectivement, et je comprends vraiment ta question. Je crois qu'on a beaucoup à faire pour la place encore des femmes dans le monde de l'entreprise, et ça, j'en suis convaincue. Mais je crois aussi que c'est à la société d'évoluer, mais c'est aussi aux femmes de se faire leur place et de s'affranchir un peu de ces croyances qui, à mon avis, sont aussi un peu limitantes. Donc, je pense pour moi, la responsabilité, elle est vraiment partagée, et je cherche à culpabiliser personne. Mais je les ai eues, ces barrières-là, de me dire, voilà, c'est un environnement masculin, peut-être que... Enfin, comment ils vont m'accueillir, et puis c'est technique. Moi, la technique, j'y connais rien, c'est pas mon truc. Mais en fait, de un, ça tombe bien. Moi, je vends pas de la technique, donc c'est pas là-dessus qu'on m'attend. Et puis voilà. Enfin, oui, je suis une femme, évidemment. Quand j'interviens dans un milieu d'hommes, on va sentir la différence. Enfin, oui, ça amène autre chose. Je pense que oui. Et puis moi, je le vois comme une force, en fait, parce que en fait, ça fait du bien. Donc à partir du moment où j'arrive avec cet état d'esprit, je vais être attentive aux choses positives, et puis globalement, ça se passe bien. Après, quand je travaille avec des gens, alors je vais être très basique finalement, mais quand j'ai un dirigeant, on va rester dans l'exemple masculin, mais un dirigeant d'entreprise qui me dit Stéphanie, je veux travailler avec toi, donc je vais te payer pour ça, pour qu'on travaille ensemble. C'est qu'à un moment donné, il est aussi convaincu des choses et qu'on a une alliance. Moi, je crée une alliance avec mes clients, et du coup, voilà, on a ce fonctionnement-là, cette confiance-là qui est créée. Donc après, homme-femme, finalement, c'est pareil, quoi. Oui, et puis c'est vrai que toi, on vient te chercher pour travailler avec toi. Donc normalement, c'est un peu plus simple dans cette situation, mais j'avais envie de connaître ton point de vue sur ce point-là. Tu parlais de responsabilité, et c'est une phrase qui m'avait marquée quand on s'était rencontrés. Donc pour la petite anecdote, j'avais suivi un de tes cours, donc c'était développement personnel et assertivité, il me semble. C'est bon, tu t'en souviens bien. Ah ouais, et puis il y a une phrase qui m'a marquée depuis, c'était on est responsable à 50% de la situation. Et depuis, parce que ce cours, je crois, ça fait 6-7 ans qu'on l'a eu, et depuis, cette phrase, elle résonne en moi, parce que ce soit dans la vie, je pense que c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu penses aussi que ça s'applique dans le monde du travail, et comment tu penses que du coup ça peut s'appliquer? Oui, alors je me permets, pour le petit clin d'œil, on est 100% responsable des 50% de la relation, effectivement. En tout cas, c'est comme ça que je le verbalise systématiquement. Pour moi, c'est ce concept de responsabilité partagée. Et tu vois, en tout cas, pour moi, c'est fondamental. C'est l'exemple que je viens de donner sur la place des femmes, là, que tu m'as donné. Finalement, il y a 50% pour moi qui vient du contexte, et puis il y a 50% moi, qu'est-ce que j'en fais, quoi, et comment je me positionne là-dessus. Donc, j'ai pas la main sur tout, mais là où je peux agir, allons-y, quoi. Et je tente, et je me fatigue pas pour les autres, mais je fais ma part, et puis on verra bien ce qui se passe. Puis je peux même me laisser surprendre et parfois me rendre compte que ça peut bien se passer, quoi. Et donc, dans le monde de l'entreprise, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de transmettre. Et en tout cas, c'est une de mes lignes de conduite, quoi, auprès des managers, des dirigeants, des entrepreneurs, auprès de qui je travaille. C'est, voilà, agis là où tu peux agir, et lâche prise là où tu ne peux pas. Et si tu as fait le job, si tu as fait ta part du job, à un moment donné, ce sera aussi facile de quitter la relation, de quitter l'entreprise, de quitter la structure, parce que moi, je suis allée au bout du truc. Alors, pour moi, c'est pas l'intention. L'idée, c'est pas de dire, OK, mais on travaille ensemble, et puis c'est ça qui va faire que tu vas quitter la structure. C'est pas ça du tout, mais ça peut aller jusque-là. Et par contre, bien souvent, on se rend compte que quand je fais ma part du chemin, finalement, ça fait aussi bouger l'autre, quoi. Mais voilà, je laisse l'autre maître de ça. C'est un adulte responsable. Et s'il décide de ne pas faire cette part du chemin, il a aussi le droit. Mais moi, j'ai fait ma part du job.
Ok, c'est super intéressant, En tout cas, je suis ravie d'entendre que ça t'accompagne encore aujourd'hui. Merci. Oui, et puis je suis encore en contact avec des personnes de secours et pareil, ils ont encore ce souvenir. Et il y a aussi une phrase que tu disais, c'était, il me semble, parce que corrige-moi si je me trompe, c'était c'est ok de dire non ou c'est ok d'aller mal. Il y avait cette phrase où moi je me souviens de c'est ok de dire non. Et effectivement, je trouve que c'est pas facile parfois de juste se positionner, comme tu disais, où en gros, on va se positionner, on va prendre en main ses responsabilités, parce que notamment dans le monde du travail, on a peur parfois des conséquences de juste se positionner, donner son avis, et puis d'une manière générale, dire non ou dire quand on n'est pas ok vis-à-vis d'un sujet. Et cette phrase aussi, elle m'avait marquée. Ouais, tout à fait. Merci. C'est ok de dire non, oui. Et pour autant, je le présente comme une évidence, mais si c'était évident et facile, on le ferait tous. Tout le temps quand on en a besoin, quoi. Et moi, une partie de mon travail, finalement, c'est d'autoriser à être soi, quoi. Oui, tu as le droit, à un moment donné, d'aller mal, tu as le droit de le dire. Et pour moi, l'intention, c'est pas de rester dans ce mal-être qui va emmener tout le monde vers le bas, en quelque sorte. C'est pas ça du tout le message. Le message, c'est j'ai le droit de dire que ça me va pas, que là, cet épisode-là, il est pas ok pour moi, parce que c'est ce qui va me permettre, de manière constructive, d'amener autre chose, de construire petit à petit mon écologie personnelle. Et puis, je pense qu'il y a un effet d'exemplarité aussi. Si je le fais pour moi, ça permet aux autres de le faire pour eux, quoi. En tout cas, inconsciemment, implicitement, ça donne cette autorisation-là, quoi. Ok. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'écologie personnelle? Redis peut-être un peu autrement que ce que j'ai dit tout à l'heure. L'écologie personnelle, ça va être le fait, effectivement, de se positionner, de se respecter, d'apprendre à trouver son mode d'emploi, son propre fonctionnement, pour être bien dans la relation à soi. Et c'est ça qui va permettre d'être bien dans la relation à l'autre. Et un élément qu'on va retrouver de manière transverse entre les sportifs de haut niveau avec qui je travaille, les managers, etc., c'est effectivement le fait de trouver son propre mode d'emploi, de trouver son fonctionnement. Et ça sonne bien dans le monde du sport, donc je vais dire dans le monde du sport. Un athlète qui performe, c'est un athlète qui est au clair avec son processus. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, évidemment, je vais aller regarder comment les grandes championnes, on va le féminiser, fonctionnent et m'en inspirer. Et évidemment, il y a des choses que je peux aller piocher dans leur expérience. Mais ce qui fait une grande championne va pas faire que, en calquant ce fonctionnement-là, ça va fonctionner pour moi. Donc l'idée, ça va être vraiment de trouver, voilà, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pas, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, au-delà de performer, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis bien, je suis à l'aise, je prends plaisir. Et une fois que j'ai ça, le reste, ça déroule, en fait. Donc, c'est aussi de lâcher, justement, cet objectif de résultat, quel qu'il soit, pour se concentrer sur l'objectif de moyen. C'est quoi mon processus? Qu'est-ce qui fait que ça tourne pour moi, quoi? Très concrètement, moi, là encore, j'essaie de me l'appliquer à moi. D'ailleurs, je fais pas que essayer, je le fais, mais c'est peut-être parce que, justement, en ce moment, ça accroche un peu pour moi. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon fonctionnement, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai besoin de faire du sport 3 fois par semaine. C'est comme ça. Si j'ai pas ça, la machine, elle se grippe, il y a du sable, ça coince. Et voilà. Et justement, j'essaye parce qu'en ce moment, j'arrive, voilà, c'est plus difficile pour moi, là, depuis 15 jours, 3 semaines, je suis à 1 à 2 séances de sport par semaine. Et là, on en parlait tout à l'heure, j'ai ma voix qui déraille un peu. Et pour moi, voilà, en tout cas, je suis attentive là-dessus. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir, mais moi, je sais que, en tout cas, voilà, il y a un point de vigilance. Ok, remets tes 3 séances de sport dans la semaine, minimum. Quand je peux en faire plus, j'en fais plus, mais tes 3 séances minimum, parce que mon hygiène relationnelle, elle passe par là, pour moi, quoi, dans mon fonctionnement. Ok. Tu parlais du sport et au début de notre échange, tu disais que tu savais pas trop au final où est-ce que tu voulais aller, vers quel métier tu voulais te diriger, mais au final, j'ai l'impression que le sport, il a un peu toujours drivé ta vie et puis là, ta carrière, non? Oui et non. Maintenant, oui, effectivement, il y a toujours eu cette continuité. Moi, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune. Alors, j'ai jamais eu l'étiquette sportive de haut niveau, mais j'ai fait beaucoup de gym, beaucoup de tennis. Je faisais 20 heures de sport par semaine quand j'avais 12 Quand ans, même. hors compétition. Donc oui, c'est des charges d'entraînement de sportifs de haut niveau. Et j'ai continué ça. J'ai arrêté la gym, mais j'ai beaucoup continué au tennis. J'ai fait beaucoup de danse aussi ensuite. Et puis,
à l'époque, la jeune Stéphanie de l'époque, pour faire le lien avec le début, était convaincue que travailler dans le milieu qui la passionnait, c'était une hérésie, quoi. J'avais en tête que j'allais perdre un peu cette flamme justement du sport si je travaillais dans ce domaine-là. Et donc, alors bon, j'ai fait une classe prépa, j'ai pas réussi à tout concilier. D'ailleurs, c'était une de mes erreurs, hein. Si c'était à refaire aujourd'hui, je continuerai à faire du sport en prépa. Mais voilà, je m'étais mise dans un moule qui était il faut bosser. Et oui, je pense qu'il y a une charge de travail qui est nécessaire, mais j'ai sacrifié le sport et ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu, voilà, en école, un peu de mal à m'y remettre, en tout cas la première année, parce que ça s'est pas présenté, j'avais pas l'environnement pour ça. Mais bref, pour faire court, en fait, même mon premier boulot n'avait rien à voir avec le monde du sport, en fait, hein. Et c'est vraiment quand je me suis mise à mon compte, donc il y a presque 7 ans maintenant, que bon, ça me titillait depuis un petit moment, hein, mais et que j'ai reconnecté avec. Alors, j'avais repris le sport moi dans ma pratique, mais je me suis dit voilà, j'ai quelque chose à faire dans le monde du sport. J'ai envie de reconnecter à ça et que je me suis autorisée à remettre cette brique-là par rapport à tout ce que j'avais vécu plus jeune notamment et par rapport à ce qui m'animait dans mon quotidien. Ok. Et du coup, là, tu me fais une belle transition Avec plaisir. par rapport à ce qui t'anime au quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ton boulot sur effectivement tes différentes casquettes? Moi, ce qui m'anime, si je devais le dire d'un point de vue un peu marketing, ce serait peut-être de donner du souffle à ceux qui inspirent. En tout cas, c'est finalement la conclusion, merci, qui m'arrive aujourd'hui. Je crois que mon boulot, c'est d'aider les gens justement à se reconnecter à eux. Encore une fois, c'est pas une fin en soi, parce que souvent on a ça derrière cette notion de développement personnel, on a l'impression que ça y est, je me suis reconnectée à moi et c'est bon, c'est terminé. Non, c'est justement pour arriver à mieux briller pour le monde, mais briller on brille chacun à sa manière, quoi. Mais moi, je suis convaincue qu'on est tous ici sur cette planète pour quelque chose, et ce quelque chose-là, il est en nous. Par contre, parfois, il est un peu planqué. Donc l'idée, c'est d'aider les gens ou les organisations à aller le trouver, à aller le retrouver, et puis à faciliter ça. Donc moi, je suis dans mon quotidien, ce qui m'anime, c'est vraiment ça, c'est d'aider les gens, les organisations à retrouver le sens, retrouver comment elles fonctionnent, retrouver ce qui est important pour elles, pour mieux briller. C'est joliment dit en tout cas. Comment tu vois évoluer ton métier dans l'avenir, même si c'est parfois assez difficile de se projeter, mais est-ce que tu penses que il évolue avec son temps, avec le type d'organisation, les problématiques, ou peut-être que toi tu as une idée précise de ce que tu veux? Je sais pas où je serai dans 20 ans. J'en sais rien du tout. Ce que je peux dire, c'est que je crois que j'ai toujours fait mon métier ou mes métiers de la façon la plus consciencieuse qu'il soit et en essayant d'être au top dans ce que je faisais à chaque fois. Et puis, évidemment, en tout cas, je grandis comme tout le monde, quoi. Et puis, aujourd'hui, quand j'interviens évidemment pas de la même façon que quand je le faisais il y a 10 ans. Et donc, il y a forcément une évolution. Et j'espère que dans 10 ans, même si je fais toujours le même ou les mêmes métiers, je le ferai un peu différemment parce que ce sera la preuve que j'ai évolué, que pour moi c'est important, on peut pas rester dans un statu quo. Et quand je revisite des basiques, on va dire, de mes pratiques, à chaque fois c'est avec un nouvel éclairage, avec une nouvelle approche. Je me dis tiens, ça ouais, je pourrais le refaire autrement. Et puis parfois je veux faire un peu mieux, puis en fait c'est pire. Alors je redessine autrement. Donc il y a cette notion d'expérience qui fait qu'effectivement je vais continuer à évoluer de toute façon. Donc mon métier sera différent. Et puis j'en sais rien parce que la préparation mentale, ce sera où dans 10 ans, dans 20 ans. Alors moi, ce que je constate, c'est que manifestement, j'ai le nez pour aller sur des sujets qui sont un peu précurseurs. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé dans le monde du développement durable, c'était il y a plus de 10 ans. Quand j'intervenais là-dessus et puis en précisant que j'avais vraiment une spécificité sur le bien-être au travail, on comprenait pas trop ce que je racontais, quoi. C'était très bizarre, on savait pas ce qu'il y avait derrière ces notions-là. Aujourd'hui, oui, évidemment, tout le monde est concerné. Et voilà, la préparation mentale. Je me souviens d'ailleurs avoir eu quelques discussions animées avec certains amis surtout des amis dans le monde du sport qui me disaient mais la préparation mentale. Ça va, c'est un truc d'américain, on n'a pas besoin, etc. Ça me fait sourire quand aujourd'hui ils m'appellent et qu'ils me disent tiens Steph, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble? Alors oui, ça vient des États-Unis, essentiellement en tout cas, ça vient. Ils ont une pratique différente et peut-être un peu plus mature que la nôtre sur ces aspects-là.
Et du coup, pareil, j'avais initié ça peut-être avant que ce soit à la mode en quelque sorte, quoi. J'ai pas été la première, hein, loin de là, hein, mais en tout cas, j'étais peut-être dans les early adopters, comme on dit dans certains milieux. Et donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qui me caractérise et j'espère en tout cas rester là-dedans. Ok. Du coup, quel est ton point de vue aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit sur le bien-être au travail? Comment tu le perçois dans le sens, oui, c'est quelque chose de nécessaire, mais est-ce que y a des structures qui l'utilisent pas un peu comme le nouveau moyen de marketer son entreprise? Ça change un peu de viens dans notre entreprise. Enfin voilà, il y a table de ping-pong, tout ça. Maintenant, c'est le nouveau. On traite bien nos salariés, alors que effectivement, c'est la base, on va dire. Comment tu vois tout ce qu'il y a en ce moment sur le bien-être au travail? Avec beaucoup de plaisir, premièrement, parce que je vois qu'il y a une mouvance qui se dégage et qui me semble plutôt rassurante. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, bien sûr, comme toute chose, voilà, il y a des dérives, il y a des limites, que ce soit dans le monde si on prend juste le bien-être au travail ou juste le développement durable, à chaque fois, évidemment, il y a des entreprises qui l'utilisent comme de la cosmétique, quoi. Voilà, c'est une des dérives. Ok, on le sait. Pour autant, je pense pas qu'il faille s'arrêter là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que je fais au maximum avec les gens, les organisations avec qui je travaille. C'est justement non pas de délivrer de manière descendante un savoir et une expertise justement en disant c'est comme ça, mais c'est d'aider les gens à évoluer dans leur propre posture et d'aider à ce que justement ce bien-être au travail soit incarné et pas de la cosmétique. Et c'est jamais parfait. Bien sûr. Parce qu'on reste sur de l'humain, parce que ce qui va te convenir à toi va pas te convenir à moi. Donc, mais justement, si on est dans ce questionnement, dans cette ouverture, dans cette écoute, au final, on va finir par aller dans la bonne direction. Et qu'à un moment donné, effectivement, c'est nécessaire de donner cette approche-là, de dire voilà, ce qui est au cœur de notre entreprise, c'est effectivement de prendre en compte l'humain, et c'est de s'attacher à l'humain. Mais derrière, dans la pratique, y compris moi, on sait pas tous comment faire ça bien, quoi. Donc on teste, il y a des essais-erreurs. Mais à mon avis, si on prend une courbe, malgré ces pratiques, ces dérives, on progresse, quoi. Donc, oui, et puis il y a cette intention qui reste quand même importante. Et au moins, ils ont l'intention et on peut que évoluer positivement. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Mais en tout cas, merci pour ton point de vue. Tu parlais de... Et je me permets juste, excuse-moi, de rajouter un élément complémentaire sur lequel j'insiste beaucoup auprès des structures avec lesquelles je travaille, c'est de travailler en transparence, justement. C'est-à-dire que si à un moment donné, je dis voilà, nous, notre intention, c'est d'aller là, vers du bien-être au travail. Mais aujourd'hui, on constate que c'est pas le cas. On sait que c'est difficile pour certains. En toute honnêteté, on ne sait pas trop encore comment on va décliner tout ça. Donc voilà, on a des premiers éléments. Hein. On va pas dire qu'on sait pas, mais voilà, on a des premiers éléments. On va les mettre en œuvre et on va apprendre à progresser ensemble. Et ça revient à ces notions de responsabilité partagée. C'est comment ensemble on va dans cette direction. Et c'est pas la charge de l'un ou de l'autre, c'est ensemble comment on fait pour y aller. Et du coup, si je suis transparent aussi en reconnaissant mes propres vulnérabilités d'organisation, de patron, de patronne, de manager, ça va aider l'autre aussi à s'ouvrir sur ses propres difficultés, sur ses réelles envies, ses réels besoins, et on revient sur nos sujets d'écologie personnelle, justement. Oui, et puis je trouve que c'est déjà un gros step de faire un constat sur nous et voir ce qui va pas, puisqu'il y a des personnes, organisations qui n'arrivent pas ou ne veulent pas le faire. Et pour moi, en tout cas, c'est un gros step, effectivement, de faire un constat et de se dire, voilà, ok, on en est là, comment on avance? Et comme tu disais, on avancera aussi ensemble pour atteindre cet objectif. Et pour autant, il est pas simple. Hein. Tu mets en lumière quelque chose que je dis un tout petit peu autrement. C'est effectivement quand on apprend quelque chose, et peut-être qu'on l'avait abordé à l'époque, hein, on commence par un stade qui est d'être inconscient, incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas faire. Et puis l'étape d'après, c'est d'être conscient, mais toujours incompétent. Donc c'est assez désagréable de passer par là. Pour autant, je te rejoins tout à fait. C'est une étape qui est absolument nécessaire pour passer à la suite, quoi. Donc si déjà je reconnais que je suis pas parfait, en fait, je m'autorise beaucoup à grandir. Oui, et puis aussi le fait aussi de travailler avec toi, c'est déjà un step de se dire il y a un constat qui est fait et il y a cette volonté de vouloir changer les choses.
Ouais, effectivement, ouais, c'est une façon de faire, ouais. Tu parlais tout à l'heure d'erreurs, de regrets. On dit que voilà, notre parcours, il est fait de nos regrets, de nos choix, et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que tu avais certains regrets. Est-ce que tu en as d'une manière globale? Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment? En parlant du coup d'erreurs et de regrets, tu as aussi du coup participé au fait d'apporter la conférence Failcoin en France. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que tu peux nous parler de ces aspects-là? Ouais, merci. Alors effectivement, des regrets. J'en ai oui et non, et j'ai juste. En fait, non, j'ai pas de regrets parce qu'à chaque fois, j'ai fait du mieux que je pouvais à un instant T. Après, évidemment, si c'était à refaire, il y a des choses que je ferais autrement. Mais j'ai appris à me pardonner là-dessus et justement à passer beaucoup plus vite sur OK, ouais, fallait peut-être pas faire comme ça. Mais quand j'ai pris la décision, c'était la meilleure chose à faire avec les données que j'avais à ce moment-là, quoi. Et aujourd'hui, dans le monde complexe, je crois, dans lequel on vit, de toute façon, je peux plus avoir toutes les données pour prendre une décision. Donc, moi, je crois qu'effectivement, c'est nécessaire de se lancer et puis de dire, on verra bien. Et puis, évidemment, quand on a toutes les infos, on se dit, ouais, bon, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, pour moi, le droit à l'erreur, c'est fondamental. Le droit à l'échec, c'est important. Je pense qu'on n'est pas très bienveillant en France vis-à-vis de nous-mêmes là-dessus. Et donc, effectivement, pour préciser un tout petit peu, tu as pris un petit raccourci, mais c'est Oui. ça. En fait, les Failcon sont nés aux États-Unis. Les Failcon, ce sont des conférences qui visent à dédramatiser l'échec à la base dans les milieux de l'entrepreneuriat. Et puis, ça a été importé quelques années plus tard, effectivement, en France, dans différentes villes, dont une à Paris. Du coup, on les a appelés les Failcon France. Et puis, à Grenoble, en fait, on a décidé de créer une association autour des Failcon. Donc, il y a la Failcon Grenoble qui existe depuis plusieurs années maintenant, où on a décidé d'élargir un petit peu et de pas rester dans l'entre-soi entrepreneurial qui est très apprenant, mais évidemment, comme tout milieu un peu trop microcosmique, un peu trop du microcosme. Et du coup, l'idée, c'est d'organiser régulièrement des conférences sur le droit à l'échec et d'avoir des témoignages. C'est vraiment ça qui est au centre de la Failcon, des témoignages sur, effectivement, je me suis plantée et c'est pas la fin du monde, en fait. Et à partir du moment où je porte ce regard différent là sur l'échec en me disant, si je rate, c'est pas si grave, et je m'en remets, et d'entendre des gens. Alors effectivement, on choisit des gens qui ont pignon sur rue, on va dire, en tout cas, ou qui ont une notoriété parce qu'il y a une valeur d'exemple là-dedans. Bien sûr. Quand eux nous disent, effectivement, je me suis plantée et je me suis relevée, parce qu'en fait, derrière l'échec, c'est quoi? C'est le rebond qui nous importe, c'est la résilience. Forcément, ça résonne différemment. Donc, on a la chance d'avoir filmé un certain nombre de conférences, pas toutes, mais il y en a certaines qui sont intéressantes. Enfin, elles sont toutes intéressantes, évidemment, mais là, j'ai des noms qui me viennent en tête et notamment, on avait fait une, il y a plein de témoignages, mais sur l'échec dans le monde de l'art, de la culture, de la gastronomie, on a un regard qui est très différent dans ce milieu-là. L'échec, justement, dans le monde du sport, quand des sportifs de haut niveau nous apprennent comment ils rebondissent après alors une blessure, après un objectif qui s'était fixé et qu'ils n'ont pas atteint. Voilà, il y a plein de beaux témoignages à aller regarder. Ça me fait également penser, je ne sais pas si tu connais ce podcast, La Leçon. C'est un podcast, donc je dis pas de bêtises, donc c'est Pauline qui reçoit des invités. Donc ça peut être des sportifs, des stars du cinéma, des grands chefs. Ou comment en fait à partir d'un échec ils ont du coup su se relever, ou alors ils ont créé quelque chose. Il y a le cas, il me semble, de Pierre Hermé qui à la base sur un échec en fait il a créé du coup sa création Ispahan. Il y a plein d'exemples comme ça et ça me fait juste là penser à ça où effectivement les invités essayent aussi dédramatiser ce côté échec, et que ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un peu, on va dire, le début de quelque chose. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en France, on manque de bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de nos potentielles erreurs. Tu penses que ça vient de quoi? C'est culturel ou c'est au fil de notre scolarité, éducation? Parce que effectivement, c'est vraiment ancré dans les mindsets, on va dire.
Je saurais pas trop te répondre sur d'où ça vient en termes. Enfin, je suis pas sociologue et j'ai pas tous ces éléments là. Après, c'est vraiment là pour le coup, c'est de l'empirisme, quoi. C'est ce que je constate sur le terrain. Je pense vraiment qu'on progresse. Et alors, je connais pas la leçon en particulier, donc merci. J'irai écouter ce podcast. Mais en tout cas, je vois que il me semble que la Falcon Grenoble, ça doit faire 6 ans que ça existe. Et effectivement, c'était précurseur. Aujourd'hui, on a plein de il y a quand même de plus en plus, voilà, de podcasts, d'émissions. Enfin, on en trouve aussi sur Internet, des bouquins. Un de mes préférés, d'ailleurs, c'est Le droit à l'erreur. À l'instant, justement, je mange son nom. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Tu nous diras et puis je le mettrai en lien. Volontiers, ouais. Du coup, voilà, ça émerge beaucoup, donc il est en train de se passer quelque chose. Se dire d'où ça sort, je te propose d'inviter d'autres personnes pour avoir cette réponse-là. Ça marche, merci. Il y a une question que j'aime bien poser. Moi, je fais du recrutement. Il y a une question que j'aime bien poser lorsque je rencontre des personnes pour un peu comprendre comment ils prennent des décisions. C'est savoir s'ils sont plutôt pragmatiques ou s'ils marchent plutôt au coup de cœur. Toi, du coup, tu étais comment quand tu devais, par exemple, choisir un futur poste ou même quand aujourd'hui tu décides de travailler avec tel ou tel client? Ouais, juste j'ai retrouvé le nom, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et comment je fonctionnais? Effectivement, plutôt au feeling ou plutôt à la rationalité, c'est ce que j'entends dans ta question finalement. Pendant longtemps, j'ai laissé mon feeling de côté. Donc je faisais des tableaux et puis je regardais les plus, les moins et puis j'y allais comme ça, que ce soit pour un poste, que ce soit pour effectivement dans le cadre de certains recrutements quand moi je recrutais du monde. Et puis, en grandissant, là aussi, j'ai découvert et j'ai absorbé ces notions de quotient émotionnel, d'intuition, d'intelligence émotionnelle. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est au centre de mon métier aujourd'hui, mais que c'était autant important, j'ai pas dit plus, mais autant important de faire confiance à son intuition que de faire confiance à la puissance rationnelle de son cerveau. Du coup, évidemment, je suis allée dans l'autre extrême, comme je faisais beaucoup de tableaux. Après, j'ai arrêté tous les tableaux et je suis allée vraiment juste au pif. Et du coup, je pense que notre objectif, finalement, peut-être, c'est d'arriver à marcher sur nos deux jambes, d'avoir à la fois ce côté intelligence rationnelle, logique, voilà, et de l'autre, faire appel à son intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, en France, on est très câblé, intelligence rationnelle, et ce qui compte, c'est les notes en maths, etc. Je caricature un peu, mais quand même. Donc forcément, moi, je martèle plutôt de l'autre côté en disant, fais confiance en ton intelligence émotionnelle, parce que le côté rationnel, il est très ancré. Donc s'il faut forcer le trait, j'irai plus de l'autre côté. Ouais. Ok, mais effectivement, c'est vrai que parfois, en tout cas, moi, dans ma situation, si je fais un tableau et qu'il y a que des plus, mais si mon instinct me dit il y a quelque chose qui va pas, je vais effectivement plutôt faire attention à mon instinct, ou alors parfois d'une manière assez, on va dire, si je suis un peu plus, je suis dans un mood raisonné, je vais aller côté raison, mais on va dire que la situation va me montrer qu'effectivement j'aurais dû faire confiance à mon instinct, et je trouve que ça, effectivement, l'intelligence émotionnelle, je trouve qu'on la met pas assez en avant, et notamment même à l'école pour les tout petits, je trouve qu'on met pas assez ce genre de sujet en avant, et ça permettrait, selon moi, d'avoir encore plus confiance en soi et d'être aussi encore plus bienveillant. C'est comme un peu un cercle vertueux au final, et je trouve qu'effectivement on nous parle pas assez de tout ça quand on grandit, notamment à l'école. Je partage complètement ton approche, et là encore, je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer et que les écoles sont en train de changer un peu là-dessus. Moi, j'ai tendance à parler de règles d'hygiène relationnelle, et je suis quasiment militante sur ce point, c'est-à-dire que justement, on parlait de l'école. Toi comme moi, quelle que soit l'école dans laquelle on est allé, on a appris que 1 + 1, ça fait 2. Et ça, on ne le remet pas en question, et c'est comme ça, ce qui fait que quand j'arrive à la caisse de mon épicerie locale, je sais que, je suis d'accord sur le montant à la fin, quoi, parce que j'ai cette règle-là, logico-rationnelle.
Pour moi, il y a des règles d'hygiène relationnelle. Et là-dedans, je vais mettre l'intelligence émotionnelle, le fait de faire confiance à son intuition. Effectivement, qu'on n'apprend pas à l'école. Et que là, c'est un peu la loterie, quoi. C'est soit je l'apprends grâce à mes expériences de vie, soit mes parents sont câblés là-dessus, ou mon entourage est câblé là-dessus, et du coup, vont m'équiper de ça, mais parfois, c'est pas le cas. Et pour le coup, si je ne croise pas à ce type d'apprentissage, je sais pas faire, quoi. Et là, c'est compliqué. Donc oui, évidemment, allons dans le sens de faire confiance à son intuition, parce qu'en fait, elle est tout aussi vraie. Et finalement, je reviens un peu sur ce que je disais avant, volontairement, peut-être un peu plus que la raison. Et pour ça, je vous invite à regarder les excellentes interventions d'un monsieur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Christophe Hague, H2AG, qui vient de sortir un nouveau livre que je n'ai pas eu le temps de lire encore, qui s'appelle Provoque ta chance, mais en tout cas, les livres d'avant sont géniaux, et à chaque fois, j'ai eu la chance de le voir intervenir. Et justement, il nous explique comment fonctionne l'intuition et comment ça vaut le coup de lui faire confiance. Et en matière de recrutement, en tout cas, moi, je sais que j'avais une phrase qui m'était restée de mon ancien associé, qui disait en matière de recrutement, finalement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, on l'utilise beaucoup aussi. Moi, je sais que c'est quelque chose où, même si, il y a d'autres critères, on a besoin de se baser sur certains critères, parce que cette phrase qui a beaucoup de sens est parfois un peu mal utilisée par des managers qui recrutent en te disant juste « ouais, non, ça va pas le faire, je le sens pas, on ne recrute pas ». Il est parfait, oui, mais non, je le sens pas. Il y a un doute, mais parfois c'est un peu trop utilisé pour des mauvaises raisons, mais effectivement, souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si je peux rajouter quelque chose, quand c'est justifié aussi par des éléments viables et fiables. On parlait de recrutement. Il y a une question que j'aimerais bien te poser, c'est quelle est la question la plus surprenante qu'on ait pu te poser lors d'un entretien? Oh, là, tu me poses une colle. Parce que finalement... dans mes entretiens, quelle est la question la plus surprenante? Ou alors, quand tu vois, tu fais une sorte de briefing avec le client avant de commencer, est-ce que une fois, tu as eu une question comme ça un peu surprenante, où tu es resté un peu scotché, ou peut-être que tu as réagi? Alors oui, je pense que certainement, il y en a eu. Et en même temps, récemment, j'essaye de trouver un exemple récent, et j'en ai pas. Et j'en ai pas des plus vieux qui me viennent non plus. Donc, je pense qu'il y en a eu il y a quelques années. Et en fait, je pense avoir une certaine déformation professionnelle. C'est que dans mon métier, ce que j'ai appris et ce que je mets en œuvre, c'est vraiment cette notion d'écoute et de non-jugement. Et c'est quasiment impossible pour l'être humain de ne pas juger, mais pour autant, moi, avec la casquette de préparatrice mentale ou de coach, mon travail, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Et si je suis dans le jugement, c'est foutu, je les perds, je peux pas leur permettre d'être qui ils sont, quoi. Et moi, je suis qui, en fait, pour juger ce qu'ils sont, leur pratique, leur comportement. Enfin, je détiens pas, je suis pas directrice de conscience, j'ai pas raison. Et donc, finalement, j'ai cette approche-là. Et effectivement, quand je me retrouve avec en rendez-vous commerciaux, avec des clients ou autres, je crois qu'il y a plus de questions qui me surprennent, parce qu'en fait, elles sont toutes légitimes, quoi. Et chacun en fait, les questions qui sont posées parlent souvent beaucoup plus de l'individu que de celui à qui on les pose. Et du coup, c'est qu'il y a un besoin de clarification, d'être rassuré, donc voilà, ça fait partie. Donc c'est vrai, j'ai plus d'exemples récents, mais je pense que je continue, et je fais en sorte de toujours ouvrir un peu plus mes chakras. Donc je suis moins surprise. Écoute, ça me va très bien d'ouvrir ces chakras. C'est sur cette belle expression qu'on va terminer cet enregistrement. Stéphanie, merci beaucoup pour ton partage, pour ton temps, pour ton expérience sur ton parcours et ta vision des choses. Corrige-moi si je me trompe, donc on te retrouve sur ton compte LinkedIn. Tu as un site également internet, tu as un compte Instagram, donc je mettrai tout ça. Est-ce que tu peux nous parler si tu peux, nous parler de tes prochaines actualités?
Oui, mes prochaines actualités, déjà très prosaïquement, c'est d'être un peu plus présente en ligne parce que ces espaces existent, mais je suis pas très à jour sur LinkedIn et Instagram, mais ça va venir et du coup effectivement on va me retrouver un peu plus sur ces espaces-là. Et puis j'ai plein de projets en attente, certains effectivement pour des clients, des projets qui vont se renouveler très certainement aussi auprès de certains clubs de sport ou autres. Alors je suis toujours un peu embêtée parce qu'il y a des références que j'ai pas le droit de donner, mais il y en a certaines que vous pouvez retrouver sur mon site effectivement. Et puis je crois que je suis assez créative et j'ai plein de sujets en stock. Notamment, j'ai développé un jeu de société sur la prépa mentale que j'aimerais bientôt rendre accessible au grand public. Et puis aussi dans l'idée de créer, alors le terme est à la mode, mais ça fait des années que je le fais, j'aimerais juste le rendre un peu plus visible. C'est d'avoir justement une masterclass qui porte sur les sujets de l'écologie personnelle, de l'estime de soi, du fait de clarifier son propre fonctionnement pour s'autoriser à être au monde. Donc voilà, tout ça est en préparation. Je m'engage pas sur des timings, mais ça va arriver. Écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. De toute façon, je mettrai tous les liens pour pouvoir te suivre et te contacter si on a envie de travailler avec toi sur tes sujets de prédilection. Encore une fois, merci beaucoup. Et du coup, on te retrouve très vite sur tes différents supports. Merci pour ta confiance, Jelila. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode autour de la bienveillance et l'écologie personnelle vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Stéphanie. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec le nouvel invité sur Au bas de The Roll. Prenez soin de vous et à très vite.